Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de la Commission de l'océan Indien à l'ouverture de la 33e session de son Conseil des ministres. Si le Conseil des ministres est un moment fort du calendrier diplomatique régional, il est aussi et peut-être surtout un moment qui exprime la solidarité de nos États membres et leur volonté de bâtir ensemble un destin commun. C'est aussi un rendez-vous privilégié, il est nécessaire de le souligner, avec nos membres observateurs et nos partenaires au développement qui contribuent à la coopération régionale qu'anime la COI. Excellences, distingués invités, notre matinée sera l'occasion de prendre la mesure de l'engagement des États membres et également des partenaires, de prendre également la mesure des enjeux et des défis de notre région et de notre organisation. La première partie de notre matinée est consacrée au discours des membres du Conseil. Et pour commencer, j'ai l'honneur d'inviter son Excellence Monsieur Ahmad Ahmadi, le secrétaire général de la COI. Monsieur le Président du Conseil de la Commission de l'océan Indien, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants des États et organisations observateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, chers collègues de la Commission de l'océan Indien. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'ouverture des travaux du 33e Conseil ordinaire de la Commission de l'océan Indien qui marquera le passage de témoin de la présidence de notre organisation de la République de Maurice à la République des Seychelles. Je voudrais sans plus tarder saluer mon ami, le ministre mauricien des Affaires étrangères, dont la présidence a été, à bien des égards, active, dynamique, proactive. Cher Vishnu Lichmenaraydu, vous avez été pendant cette année et demie de mandat un partenaire exigeant, attentif et attentionné. Votre présidence a marqué l'attachement de votre pays, la République de Maurice, à notre organisation et l'intérêt des autorités mauriciennes à l'égard des projets et politiques publiques portés par la Commission de l'océan Indien. Au moment où vous vous apprêtez à remettre le flambeau au vice-président de la République des Seychelles, je voudrais vous dire que les résultats de la Commission de l'océan Indien sont aussi les vôtres et que vous laisserez l'empreinte d'une présidence qui a su nous faire avancer collectivement. Je voudrais également saluer tout particulièrement les deux nouveaux membres du Conseil, Monsieur le vice-président de la République des Seychelles, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères et Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Mesdames et Messieurs, il me revient de vous présenter très brièvement le tableau des réalisations mais aussi des défis de notre organisation sous la présidence mauricienne. Si vous me permettez, cette image qui ravira certainement le cœur de nos amis français et réunionnais en cette année de mondial de football, nous avons marqué beaucoup de buts. Et nous allons, j'en suis sûr, continuer de dominer le terrain, comme l'ont fait nos équipes nationales à la CAN, pour le plus grand plaisir de nos peuples, en l'occurrence la République de Madagascar et la République de l'Union des Comores, qui ont fait jeu égal avec les lions de Teranga et les lions indoptables. Et je profite au nom du président de la Commission de l'océan Indien d'exprimer, et au nom des membres de la Commission, aux autorités et peuples malgaches, toute notre compassion à l'endroit des familles et victimes des tragiques événements qui ont survenu le jour du match. Mesdames, Messieurs, nos activités de cette année ont confirmé en effet la plus-value de notre coopération régionale et l'attractivité de notre organisation. J'en veux pour preuve les sollicitations dont nous sommes l'objet de la part d'États et d'organisations qui souhaitent bénéficier du statut d'observateur ou de membre de plein droit, ainsi que de la contribution volontaire et régulière de la République populaire de Chine
à nos finances. Il en est de même du soutien renouvelé de nos bailleurs, que je remercie chaleureusement, et de l'arrivée de nouveaux grands opérateurs internationaux du développement, dont la présence marque la confiance dont jouit la Commission de l'Océan Indien. Je pense en particulier au Fonds vert pour le climat, dont l'engagement à nos côtés renouvelle le paysage de nos partenariats techniques et financiers. En matière de santé publique, toujours sous la présidence du ministre mauricien des Affaires étrangères, la nouvelle phase de projet veille sanitaire est sur le point de débuter. Elle annonce la poursuite de notre effort dans ce domaine essentiel à la sécurité de l'Indienne-Océanie et illustre l'engagement réaffirmé de l'Agence française de développement aux côtés de la Commission de l'Océan Indien. S'agissant de la connectivité, la signature en décembre 2017 de l'accord de construction et de gestion du câble Métis est un résultat majeur de la Commission de l'Océan Indien qui a réussi à mobiliser le secteur privé régional pour installer une infrastructure nouvelle essentielle à la croissance de l'Indienne-Océanie et à l'affirmation de son modèle émergent d'économie de la connaissance. Sur le plan de la sécurité maritime, la conférence ministérielle d'avril dernier, proposée par le ministre des Affaires étrangères et président de la Commission de l'Océan Indien, proposée par le président, a permis de faire avancer significativement la mobilisation des acteurs régionaux et internationaux pour la sécurisation de nos espaces maritimes. À cette occasion, la signature des accords MASE a constitué une étape cruciale pour l'opérationnalisation des centres régionaux de Madagascar et des Seychelles. L'effort de sécurisation régionale s'est aussi déployé sur le front alimentaire. Le partenariat avec la FAO, le FIDA et le CIRAD nous permet d'avancer dans la mise en œuvre effective du pressant. En écho aux délibérations de notre Conseil, l'engagement l'engagement des ministres de l'Agriculture de nos États membres, du département de la Réunion et du secteur privé constitue un signal très positif qui se confirmera, je l'espère, lors de la prochaine conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire. En matière de pêche, nous allons bénéficier à partir de l'année prochaine de nouveaux programmes baptisés EcoFish, bâtis sur les principaux résultats et acquis de SmartFish. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'en signer la convention de financement avec l'Union européenne à la clôture de ce Conseil. Concernant l'environnement, notre réponse collective face aux enjeux climatiques est en passe de prendre une ampleur inédite. La Commission de l'Océan Indien va mettre en œuvre sur les ressources du Fonds vert et de l'Agence française de développement des projets de résilience côtière et de renforcement des capacités de prévision météorologique et climatique pour un montant total de 101 millions d'euros sur 5 ans. Le programme Énergie a accéléré la mise en œuvre de ces activités avec le lancement de 16 projets cofinancés sur les ressources du FED pour la génération d'électricité grâce aux renouvelables. L'un d'entre eux, mis en œuvre à Madagascar, a d'ailleurs fait l'objet d'un article très élogieux dans le journal Le Monde. Dans le domaine de la culture, qui demeure, il est vrai, encore le parent pauvre de notre action régionale, je tiens à souligner le lancement avec le département de la Réunion du prix Indienne-Océanie qui récompensera un talent littéraire de notre région. Plus de 50 manuscrits ont été reçus, ce qui témoigne d'un vrai enthousiasme. Le jury est constitué et nous aurons le plaisir de tenir la cérémonie de remise du prix à la fin du mois de novembre. Toutes ces activités sont détaillées dans le rapport annuel 2017 qui vous sera remis. Mesdames et messieurs, bien qu'ayant passé de nombreuses années en ex-URSS, je ne chercherai pas pour autant à vous récréer sous vos yeux l'illusion d'un village Potemkin. La COI demeure encore, reconnaissons-le, une organisation fragile à certains égards, en particulier sur le plan budgétaire. Vos ministères ont reçu tout récemment une note verbale appelant les États qui n'ont pas encore versé leur contribution à le faire,
sous peine de voir le secrétariat général et ses agents dans l'impossibilité de poursuivre le travail. Je forme donc le vœu qu'une telle situation trouve rapidement une issue favorable grâce à une prise de conscience effective et concrète de la part de nos États. J'y suis d'autant plus attaché que grâce aux encouragements de la présidence du Conseil et au travail acharné du service administratif et financier, la Commission de l'Océan Indien est parvenue en 2018 à présenter enfin des comptes audités et conformes. Cette situation satisfaisante nous permet d'envisager plus sereinement la reconnaissance du statut d'entité de mise en œuvre des fonds climat et la conclusion de l'accord de contribution avec l'Union européenne. Cette dernière nous appuie utilement dans le renforcement de nos capacités internes, tout comme le Conseil régional de la Réunion, qui met à disposition de façon régulière des jeunes professionnels de qualité qui seront demain les ambassadeurs de notre région. Mesdames, Messieurs, le Conseil aura également à se prononcer sur un certain nombre de questions qui engagent le futur de notre organisation, en premier lieu sur le plan de développement stratégique qui fixera pour les 4 ans à venir les grandes priorités de la Commission de l'Océan Indien. Loin d'être un exercice théorique, ce travail d'envergure mérite de se voir investi de la reconnaissance politique de nos États, puisqu'il exprime l'ambition de leur action collective. Il vous appartiendra aussi de décider de ce que vous souhaitez faire en matière d'évolution institutionnelle de notre organisation, à commencer par l'éventuel changement de son appellation. Au-delà de l'aspect symbolique de la question, il s'agit aussi de savoir ce que nos gouvernements entendent confier comme responsabilité politique et diplomatique à notre organisation. À la place qui est la mienne, je crois qu'il est nécessaire de sortir du coup par coup et qu'il serait utile de définir un périmètre d'action clairement établi auquel correspondraient des moyens spécifiques à notre organisation, par exemple pour l'observation des élections ou la participation à des médiations. Et pour terminer mon propos, je tiens à m'adresser directement au vice-président de la République des Seychelles, qui prendra dès demain la présidence de notre Conseil. Je voudrais vous dire, Monsieur le vice-président, que vous trouverez à Eben, ici à Maurice, au secrétariat général, une équipe professionnelle, une oreille attentive et des soutiens prêts à accompagner votre action, comme cela a été le cas au long de la présidence mauricienne du Conseil. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Votre discours est en fait le compte-rendu des activités du Secrétariat général qui, depuis le 32e Conseil des ministres de la Réunion de mars de l'année dernière, de mars 2017, a en effet réalisé de nombreux projets, obtenu de grands résultats et consolidé également ses partenariats et est en voie également d'en nouer de nouveaux. C'est ainsi notamment que la CEI, à travers son programme Énergie, qui est financé par l'Union européenne, a cofinancé 3 projets, plus spécifiquement pour les Comores, qui sont basés sur l'utilisation des énergies renouvelables, dont l'un concerne la filière emblématique et très parfumée de l'ylang-ylang. Ceci m'amène naturellement à inviter son Excellence M. Mohamed El Amin Seuf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Union des Comores, à prononcer son discours. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République des Seychelles, Excellence, Messieurs les ministres et chefs des délégations, Monsieur le Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Mesdames et Messieurs les officiers permanents de liaison, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués partenaires au développement, honorables assistance, Mesdames et Messieurs.
Je voudrais, à l'entame de mon propos, saisir cette belle opportunité pour adresser aux autorités et au peuple frères de la République de Maurice, au nom de ma délégation et à mon nom personnel, nos vifs remerciements pour l'accueil toujours chaleureux et fraternel, ainsi que l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée dans ce beau et magnifique pays. Je voudrais, au nom du gouvernement de l'Union des Comores, saluer les efforts louables déployés par la République de Maurice pour la promotion de la vision, de la mission, de l'image et des valeurs de notre organisation dans notre sous-région et partout où cela a été nécessaire dans le monde. Durant la brillante présidence mauricienne, la COI a enregistré des avancées majeures dans la consolidation et l'affirmation de notre organisation, notamment quand il s'agit d'harmoniser nos positions par rapport à notre partenariat avec l'Union européenne dans le cadre des ACP post-Cotonou. Je voudrais également saisir cette opportunité pour féliciter la République des Seychelles qui désormais assurera la présidence de notre organisation. Nous souhaitons au gouvernement de la République des Seychelles succès et réussite dans la conduite de cette noble et ô combien délicate mission. La présidence séchelloise pourra compter sur l'accompagnement et le soutien total de l'Union des Comores. Mes remerciements s'adressent également à l'endroit de notre secrétaire général de la COI et aux équipes du secrétariat général pour les excellentes dispositions prises en vue d'assurer le bon déroulement de nos travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, l'Union des Comores, salue l'action et les efforts inlassables des différentes instances décisionnelles de la COI pour que notre organisation soit plus visible, lisible et audible sur la scène internationale. Il est évident que la COI gagne en maturité et qu'elle a vocation, à juste titre, d'évoluer et de suivre la voie tracée par ses pères fondateurs afin de mieux adapter ses institutions et son mode de fonctionnement pour le mieux-être de nos populations. Nous devons ainsi nous armer de détermination et d'ambition. Nous devrons envisager de grandes réformes au niveau du secrétariat général afin qu'il puisse mieux assurer dans son rôle bien défini de gestion et de mise en œuvre des orientations stratégiques des États, un bon fonctionnement et une meilleure gestion administrative des projets engagés dans nos différents pays. Cela nécessitera sans doute une implication efficiente et directe de nos chargés de mission qui ne sont en réalité que nos ambassadeurs et ambassadrices auprès de l'organisation ainsi que nos officiers permanents de liaison. Ces réformes permettraient de renforcer les capacités du secrétariat général et de recadrer de manière plus précise les missions dévolues à chacune des instances de l'organisation tout en veillant à la souveraineté des États membres. Le secrétariat général, organe catalyseur de toutes les attentes de nos pays respectifs, doit transcender les clivages de toute nature, mesdames et messieurs, en ce sens qu'il ne peut nourrir un quelconque penchant pour tel ou tel de nos pays. Il y va de la nécessaire harmonie de notre organisation pour qu'elle puisse exercer pleinement son rôle et ses missions clairement définies dans sa charte constitutive. La COI, notre organisation régionale, fête ses 36 ans depuis sa création. Elle devra à cet effet être en phase avec l'évolution du monde afin de répondre aux besoins des pays dans leur politique de développement économique et dans leur lutte contre les effets de la mondialisation et du changement climatique. Notre organisation, composée exclusivement d'îles, avec près de 5,5 millions de milles constituant notre zone économique exclusive, la COI possède des atouts incontestables et un avenir promoteur. Toutefois, cette richesse reste encore inexploitée et j'exhorte le secrétaire général à s'y pencher davantage et formuler des propositions allant dans l'intérêt des États membres. Ainsi, devons-nous sans tarder mutualiser nos efforts afin de promouvoir une exploitation saine et raisonnée de notre espace maritime et faire de l'économie bleue le socle de notre croissance économique, le tremplin de notre coopération régionale et la clé de voûte de notre épanouissement civilisationnel et culturel. Notre situation géostratégique au carrefour de l'Afrique, l'Asie, l'Orient et l'Occident fait de notre sous-région une zone à forte potentialité, mais très vulnérable aux risques et menaces écologiques.
Ainsi, si telle est notre ambition et notre priorité, nous devons rapidement nous doter d'un dispositif de sûreté et de sécurité pour lutter contre le déversement des hydrocarbures en mer, les différents trafics illicites, la pêche et la menace terroriste. Seul chaque État ne pourra répondre à ces défis. Notre action collective à travers la COI devra apporter les meilleures réponses à toute menace sous quelque forme qu'elle soit. Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde qui est le nôtre est devenu un village planétaire en pleine mutation, un village confronté à des défis majeurs qui ont pour nom terrorisme, foyer de tension, famine, pandémie, immigration, changement climatique, et j'en passe, qui ne laissent personne indifférent et que notre espace doit prendre sérieusement en compte dans la poursuite de son mandat. Les ensembles régionaux avancent résolument vers l'intégration, vers plus de solidarité et l'élimination des barrières pour mieux faire face aux défis, renforcer le partenariat et répondre aux aspirations légitimes de leurs peuples respectifs. Nous, dans l'espace COI, avons un avantage considérable sur les autres ensembles régionaux car nous vivons dans un espace de paix et de sécurité. Nous partageons la même langue et des valeurs communes. Nous avons en commun la culture et la civilisation dans la diversité. Ces atouts nous interpellent dans la poursuite de la vision, de la mission et des idéaux fixés par les pères fondateurs de notre organisation. Le temps, me semble-t-il, est venu pour que nous dressions ensemble le bilan des actions menées par notre organisation dans la poursuite de ces missions. Qu'avons-nous fait des décisions de nos chefs d'État? Je proposerai en conséquence que nous organisions une retraite pour évaluer le chemin parcouru et pour qu'ensemble nous examinions la manière de nous projeter mieux dans l'avenir. Il nous faut, Mesdames et Messieurs, oser regarder les choses en face, prendre de la hauteur, évaluer le poids réel de notre solidarité et voir comment promouvoir dans la transparence notre complémentarité et notre partenariat. En un mot, nous demander de quelle COI nous voulons pour demain. Une COI économique, une COI culturelle ou une COI politique. Pouvons-nous, Mesdames et Messieurs, continuer à avancer ensemble dans un espace où les barrières persistent toujours, où certains continuent à fermer leurs portes aux autres? Est-ce cela la COI des peuples que voulaient les pères fondateurs? Est-ce cela la COI que nous souhaitons aujourd'hui et demain pour nos enfants? Le temps est venu pour voir ensemble comment réduire les distances entre nous et souder mieux nos rangs. Rendre la COI plus performante et plus adaptée aux exigences de notre temps et transformer nos défis en opportunités de développement sont choses possibles si nous sommes solidaires. La COI ne manque pas d'atouts. Faisons en sorte que nos peuples en tirent le meilleur parti. Faisons en sorte que cette zone de paix et de stabilité soit une zone où les échanges et le partage sont possibles, une zone où l'intégration économique et l'innovation sont une réalité tangible, un espace où le vivre ensemble n'est pas un simple vœu pieux. C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, l'importance d'une retraite pour des échanges approfondis assortis d'une feuille de route prenant en compte notre volonté partagée de faire de l'Indienne-Océanie un espace régional de référence, un espace de cohabitation pacifique, une destination privilégiée, une zone d'échange préférentielle et une zone de libre circulation des personnes et des biens. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement comorien salue et soutient les initiatives engagées par le gouvernement de la République de Maurice en vue de recouvrer son intégrité territoriale. Nous encourageons de même la voie constitutionnelle engagée par les autorités malgaches pour l'organisation prochaine des échéances présidentielles. Le gouvernement de l'Union des Comores félicite les autorités séchelloises pour leur engagement et détermination permanents pour des Seychelles stables, pacifiques et paisibles. Mon pays, l'Union des Comores, vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire par la mise en place d'une nouvelle constitution par voie référendaire suite à des assises nationales inclusives tenues au mois de février 2018. Ces assises ont vu la participation de hauts représentants de la communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies,
de l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, de la Ligue des États arabes et de la Commission de l'océan Indien. Elles ont permis à toutes les forces vives de la nation, y compris les représentants de la diaspora et des organisations de la société civile de notre pays, de s'exprimer en toute liberté pour faire le bilan des 42 années d'indépendance et d'émettre des recommandations en vue du développement durable de notre pays. Ce fut l'occasion pour amorcer un dialogue politique que nous voulons permanent pour permettre aux acteurs politiques comoriens de transcender leur clivage et se rapprocher davantage. Ce grand rendez-vous national a recommandé, dans les conclusions, un toilettage des institutions pour, d'une part, renforcer leur efficacité, consolider l'unité nationale et renforcer davantage l'état de droit, et d'autre part, réduire le poids budgétaire des institutions pour dégager les ressources devant permettre à l'Union des Comores de s'engager dans la voie du développement durable, dans la paix, la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance. Le peuple comorien s'étant largement exprimé lors du référendum constitutionnel du 30 juillet dernier, l'heure est la mise en place progressive des nouvelles institutions pour garantir le développement harmonieux du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps que nous mettions le contenu que nous souhaitons et donnions un corps et une âme à la coopération régionale pour les années qui viennent. Je salue par avance les efforts qui seront déployés par tous les États et le secrétariat général de notre organisation pour mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation des projets, sans oublier les partenaires de la COI qui nous ont toujours apporté leur soutien. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais souhaiter bon courage à la République des Seychelles qui prend le relais de la présidence de notre organisation. Je reste confiant qu'elle saura assumer cette tâche avec la plus grande sagesse et elle pourra toujours compter sur le soutien total de mon pays pour accomplir sa noble mission. Je souhaite plein succès aux travaux de ce 33e Conseil. Vive la coopération régionale, vive la COI, je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre, merci d'avoir lancé le débat et la réflexion sur l'avenir de la COI. Vous avez également parlé des enjeux et des potentiels de notre espace civilisationnel et culturel, c'est les termes que vous avez utilisés. Et ce qui lie nos îles, ce n'est pas que la géographie, effectivement, et c'est un géographe qui vous le dit, qui vous le confirme, c'est bien notre histoire commune, nos généalogies imbriquées, les résonances culturelles d'une île à l'autre et ces petits riens qui forment un tout que l'on retrouve dans chacune des îles et qui fait que, comme le disait Paul Warreau, on vit l'Indienne Océanie intensément. La France et la Réunion, à ce titre, se sont beaucoup investis dans ce domaine, donc la culture, à travers notamment l'Iconothèque historique de l'océan Indien, le projet de phonothèque de l'océan Indien, historique de l'océan Indien, également pour son soutien aux différentes publications, que ce soit le patrimoine partagé et les 1000 visages de l'Indienne Océanie, et également avec le lancement du prix littéraire Indienne Océanie, premier prix littéraire régional, qui a reçu de nombreux manuscrits. Tout ceci m'amène naturellement à inviter le chef de la délégation française, le président de la Réunion, Didier Robert, à prononcer son discours. Merci. Monsieur le Président du Conseil des ministres de la COI, Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental de la Réunion, Madame l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations internationales, Mesdames et Messieurs les officiers permanents de liaison auprès de la Commission de l'océan Indien. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur pour moi, en tant que président du Conseil régional de la Réunion, de conduire à la demande du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, la délégation française à ce Conseil des ministres de la COI. Le ministre m'a chargé de vous faire part de son regret de n'avoir pu se joindre à nous aujourd'hui. Je tiens ici en premier lieu à remercier la présidence mauricienne pour son accueil, pour l'organisation de cette réunion. Je saisis cette occasion pour saluer le travail accompli depuis plusieurs mois qui a contribué incontestablement à renforcer l'action de notre organisation, en particulier dans le domaine de la sécurité maritime, avec le succès franc
de la conférence ministérielle organisée en avril dernier. Je tiens aussi à marquer notre appréciation pour le travail accompli par notre secrétaire général de la COI depuis juillet 2016, M. Madi Hamada. La COI est un acteur incontournable de la région qui contribue, dans le respect des intérêts de chacun, à la construction solidaire et au développement durable de l'Indienne Océanie. Nous sommes extrêmement attachés au succès de ces actions et à l'ambition fixée pour les prochaines années. Vous connaissez tous mon attachement personnel à la réussite de nos actions de coopération, au soutien et à l'accompagnement de la COI. Nous sommes tous filles et fils de l'océan Indien et nous portons en responsabilité la réussite de chacune de nos îles au service de nos populations. L'agenda de ce Conseil est dense et doit nous permettre d'examiner des points essentiels à la bonne marche de la COI et prendre des décisions importantes pour améliorer son fonctionnement et l'efficacité de son action. Permettez-moi de retenir quelques-uns de ces sujets. La COI reste plus que jamais une organisation active dans le domaine de la pêche, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue, de l'environnement, des énergies renouvelables, de la veille sanitaire ou encore sur les sujets liés à notre culture commune. À titre d'exemple, je tiens à saluer notamment le rôle joué par la COI dans la signature de l'accord de construction et de gestion du nouveau câble à très haut débit Métis, réunissant 6 opérateurs privés de nos îles, qui permettra de renforcer la connectivité numérique régionale et de nous permettre à chacune de nos îles d'être mieux connectés au monde. L'ancrage culturel de notre communauté de destin est également une priorité. En témoignent 2 projets emblématiques qui ont été soulignés, soutenus par la COI, financés par les collectivités de la Réunion, avec le soutien du programme européen Interreg Océan Indien. Je veux parler ici, évidemment, de l'iconothèque et de la phonothèque historique de l'océan Indien. Je me félicite également de l'adoption prévue du nouveau plan de développement stratégique qui réaffirme les ambitions et fixe les priorités d'action de la COI pour les prochaines années. La réalisation de ces objectifs nécessite l'engagement renouvelé des États membres et des partenaires de la COI. Je salue à cet égard le soutien décisif, majeur, incontournable, apporté par l'Union européenne aux activités de notre organisation et à son fonctionnement. À cet égard, sur la question financière, la France prend note avec satisfaction des perspectives ouvertes par la collaboration avec le Fonds vert pour le climat et encourage leur mise en œuvre effective au plus vite afin de permettre de mobiliser des moyens additionnels au bénéfice du secrétariat général. Les progrès réalisés ne doivent néanmoins pas nous détourner de la nécessité de mener les réformes structurelles nécessaires pour améliorer encore la gestion actuelle et future de notre organisation. L'adoption prévue du nouveau règlement financier, s'il devait être confirmé, constitue une première étape en ce sens qui prend compte des recommandations des audits réalisés ces derniers mois et doit contribuer à surmonter les difficultés rencontrées cette année pour l'adoption du budget. La France reste activement engagée aux côtés de la COI, comme le montre le soutien réitéré de l'Agence française de développement dans les domaines en particulier de la veille sanitaire ou de l'environnement. La région et le département de la Réunion restent évidemment très engagés à travers la mise à disposition de personnel et des soutiens financiers aux projets, notamment dans le cadre du programme Interreg Océan Indien. Notre volonté est que la COI poursuive le chemin engagé vers sa modernisation afin de contribuer au rapprochement des 5 pays membres et de répondre aux aspirations de leur population et aux défis croissants d'un monde en pleine mutation. C'est cet objectif qui doit guider nos discussions sur la question de l'évolution institutionnelle de la COI que nous avions déjà abordée lors du précédent Conseil des ministres. Pour conclure, je souhaite assurer à la nouvelle présidence qui sera portée par nos amis de la République des Seychelles, par le vice-président Vincent Mériton, donc tout le soutien et tout l'engagement de la France, de la Réunion, à ses côtés, ainsi qu'aux côtés du secrétariat général,
vous pouvez évidemment compter sur notre accompagnement, sur notre soutien et sur l'engagement indéfectible qui est le nôtre au sens de la coopération régionale et de la réussite des actions portées par la Commission de l'océan Indien. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Didier Robert. Vous avez bien mis en lumière l'engagement également de la France et des collectivités de la Réunion en faveur de la coopération et du développement régional d'une manière très générale, mais aussi vous avez rappelé que, enfin, non plutôt, je rappellerai aussi que la Réunion et la France et les institutions françaises qui sont implantées, notamment le CIRAD, sont aussi très engagées dans l'action globale de la COI en faveur de la sécurité alimentaire. Et c'est une action prioritaire qui vise à refaire notamment de Madagascar, le grenier de l'Indienne Océanie. À Maurice, nombreux sont celles et ceux qui se rappellent que l'on mangeait le riz perle de Madagascar d'ailleurs. Donc c'est une ambition qui est partagée entre nos États membres et également donc avec les autorités de la République de Madagascar, dont j'invite le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Éloi Maxime Dauveau, à prononcer son discours. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil de la Commission de l'Océan Indien et ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale, du commerce international de la République de Maurice, Messieurs les chefs de délégation des États membres de la COI, Monsieur le secrétaire général de la COI, Mesdames et Messieurs les officiers permanents de liaison, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la COI, honorables délégués, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur, un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ma première participation en tant que membre du Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien à ce 33e rendez-vous de notre instance. Je tiens à ce titre à vous adresser mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Je voudrais tout autant saisir cette occasion pour remercier le peuple et le gouvernement mauricien pour leur accueil ainsi que pour toutes les facilités qui ont été mises à la disposition de ma délégation. Et je saisis aussi cette occasion pour remercier très vivement le secrétariat général et les États membres pour la marque de sympathie et de solidarité à l'endroit de Madagascar pour les incidents qui se produisent au stade d'Antananarivo dimanche dernier. Mesdames et Messieurs, l'ordre du jour de nos travaux m'interpelle à plus d'un titre, car il nous renvoie à l'image d'une organisation dynamique et en constante évolution, confirmant notre foi à l'Indienne Océanie, à son potentiel et en sa singularité. À l'heure où nous faisons le bilan de la présidence mauricienne de la COI, j'aimerais par ailleurs adresser mes félicitations à l'endroit de la République de Maurice, plus particulièrement à mon ami Vishnu Luchmeraido, ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, pour les initiatives menées au cours de ce mandat. Celles-ci, nous avons pu l'apprécier, se sont inscrites dans une démarche qui, d'une part, voudrait que la COI soit en phase avec les défis caractérisant notre sous-région et qui, d'autre part, répond aux exigences d'une gestion saine et efficiente. À cet égard, ces quelques points qui suivent ont principalement retenu mon attention. En matière de promotion et de consolidation de la paix, et particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, des actions ciblées ont pu effectivement être concrétisées en prospectant et en instaurant de nouveaux partenaires. Ces actions sont traduites notamment par la mise en place d'un cadre de coopération avec le secrétariat général des Nations Unies et de la feuille de route s'y rapportant, ainsi que la signature de nouvel accord avec l'ONUDC. Une approche novatrice a également était la tenue à Maurice de la conférence ministérielle sur la sécurité maritime dans la région sud-est de l'océan Indien les 28 et 29 avril 2018. Événement dont nous conforte dans la capacité de la COI à se poser en tant qu'organisation
leader dans l'édification d'une architecture de sécurité maritime adaptée aux enjeux socio-économiques, géopolitiques et environnementaux actuels. Dans la foulée, nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée significative qu'a été la signature des accords régionaux portant sur le partage des informations et la coordination des actions en mer dans le cadre de l'opérationnalisation effective de nos 2 centres régionaux. Dans cette perspective de renforcement du mécanisme de coordination régionale, je réitère l'appel à l'endroit de toutes les parties prenantes en vue de la signature ou de la mise en œuvre effective de ces accords par la nomination des officiers de liaison permanents régionaux. En effet, est-il besoin de rappeler que ces mécanismes mis en œuvre à travers l'opérationnalisation du Centre régional de fusion d'informations maritimes, CRFIM, et du Centre régional de coordination des opérations, CRCO, sont des outils de premier ordre dans la lutte contre les menaces maritimes prises dans leur globalité: piraterie, pêche illégale, migration illégale, trafic divers et contrebande. Ils nous offrent la garantie de sécurité et de développement de ces activités en mer. Essentiels pour les pays insulaires que nous sommes, ils le sont tout autant pour les pays en dehors de la région dont les flottes de commerce et de pêche empruntent les routes maritimes de l'océan Indien occidental. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'évoquais précédemment le cadre de coopération établi entre la COI et l'ONU. Il s'agit là, pour nous, d'un volet important de notre coopération, car il a trait à la consolidation de la stabilité régionale. Nous nous réjouissons de ce fait que, dans la continuité des acquis des précédentes présidences du Conseil, l'accent a été mis, tel qu'énoncé dans la feuille de route s'y rapportant, sur l'importance de la diplomatie préventive, de la médiation des conflits ou encore de l'assistance électorale en vue de maintenir cette stabilité. Et nous le savons, comme l'a souligné d'ailleurs le ministre comorien, Madagascar s'attelle actuellement aux préparatifs des élections présidentielles, dont le premier tour aura lieu le 7 novembre prochain. Nous vivons donc un moment capital dans la vie démocratique de notre pays, car le défi est de taille. Et c'est lui non seulement de maintenir un climat pré- et post-électoral apaisé, mais également et corollairement de mettre fin aux crises politiques cycliques dans la Grande Île pour la tenue des élections crédibles. À nos partenaires, si besoin est, nous tenons ainsi à réitérer le message que sans stabilité, comme préalable au développement, toute coopération est vaine, car ne portera pas les fruits escomptés, et qu'il serait opportun, de ce fait, d'accorder au partenariat dans ce domaine tout l'intérêt que cela implique dans le cadre d'une organisation de proximité comme la COI. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur la thématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, laquelle constitue une préoccupation croissante au niveau national comme à l'échelle régionale, je tiens à rassurer les États membres, le secrétariat général de la COI, tout comme nos différents partenaires. En effet, en dépit du report de la tenue à Madagascar de la conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Indonésie annoncée lors de notre dernier conseil extraordinaire, les circonstances ayant conduit à ce report ne sauraient en aucun cas remettre en cause l'engagement du gouvernement malagasy en faveur de la mise en œuvre, certes laborieuse, du programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le PRESAN. J'aimerais par ailleurs, à cet égard, réitérer la conviction du gouvernement malagasy que la réponse appropriée à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle devrait s'appuyer non seulement sur l'accroissement des productions agricoles d'intérêt national et régional, mais également sur l'implication directe aussi bien des groupements de producteurs, des représentants des acteurs opérant dans le commerce des produits agricoles ou agroalimentaires, tout autant que les décideurs politiques par la formulation et la mise en œuvre des projets. Je disais tantôt, cette présidence a été également axée sur l'amélioration de l'organisation interne du secrétariat en mettant l'accent
sur l'identification des dysfonctionnements d'ordre structurel ou liés à la gestion, lesquels constituent, comme dans toute organisation, une entrave à l'atteinte intégrale de ces objectifs. Nous ne pouvons que nous féliciter des pas accomplis en ce sens au cours de ces derniers mois et des diverses améliorations apportées, notamment par la mise en place du service d'audit interne et du comité d'audit. Au-delà de mon intervention, au-delà des objets de mon intervention, d'autres sujets pertinents seront débattus par notre Conseil en témoignage de l'accroissement du volume d'activité de notre organisation, plaçant cette dernière au rang d'artisan majeur du développement harmonieux de la région. Je ne saurais clore mon propos à l'heure où la République des Seychelles reprendra le flambeau, à l'issue de nos travaux de ces 2 jours, sans lui souhaiter un mandat aussi riche en réalisation, tout ayant foi à ce qu'elle ne ménagera aucun effort en vue de succès de la mise en œuvre de ce vaste chantier de modernisation de notre organisation. Elle sait pour cela pouvoir compter sur notre soutien. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive la Commission de l'Océan Indien et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Vous vous êtes appesanti à juste titre sur le rôle politique de la COI dans la promotion de la paix et de la stabilité au moment où, d'ailleurs, Madagascar est lancé dans l'organisation du scrutin présidentiel qui se tiendra dans les tout prochains mois. C'est un prérequis du développement durable, du développement tout court, d'ailleurs, avez-vous dit, avez-vous souligné. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que la République de Maurice est également fortement impliquée en faveur de la sécurité maritime et dans la lutte plus particulièrement contre les trafics, les crimes et trafics maritimes. Ceci m'amène bien sûr à inviter le ministre, un ministre habitué de nos instances d'ailleurs, l'honorable Étienne Sinatambou. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil de la Commission de l'Océan Indien, mon cher collègue Vishnu Lakshminarayalu, Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République des Seychelles, Monsieur Vincent Mériton, Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Comoriens de l'étranger de l'Union des Comores, Monsieur Mohamed El Amin Souef, Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Monsieur Éloi Alphonse Maxime Deveau, Son Excellence, le président du Conseil régional de la Réunion, chef de la délégation française, cher ami Monsieur Didier Robert, Monsieur le secrétaire général de la Commission, Madi Hamada, Mesdames et Messieurs les représentants des membres observateurs auprès de la COI, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, des organisations d'aide au développement et des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les officiers permanents de liaison, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un plaisir de participer en tant que chef de la délégation mauricienne au Conseil des ministres de la COI une nouvelle fois. C'est un honneur parce que le Conseil est un moment fort du calendrier diplomatique régional lors duquel nos États réaffirment leur attachement à la coopération ainsi que leur volonté à œuvrer ensemble pour le développement de la région. C'est un plaisir aussi parce que ce rendez-vous est avant tout fraternel et empreint de solidarité. En assumant la présidence du Conseil de la COI, la République de Maurice a réaffirmé son engagement pour la cause régionale. Je tiens ici à souligner le rôle actif de mon collègue, le ministre des Affaires étrangères, qui a su mobiliser les chefs d'État et de gouvernement dans les axes stratégiques de la COI. Chers amis et collègues, je crois que nous devons tous vous féliciter chaleureusement pour votre action à la présidence de la COI, une présidence qui s'est voulue ambitieuse, forte, impliquée et soucieuse de renforcer notre organisation dans sa structure et son action. Je crois que ceci
mérite une acclamation. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la République de Maurice s'est embarqué dans un vaste chantier de transformation économique et sociale. Notre objectif est d'atteindre le statut de pays à revenus élevés, disposant d'une économie solide, résiliente et pourvoyeuse d'emplois de qualité, d'une infrastructure moderne, d'un environnement préservé et géré efficacement, et surtout d'un peuple épanoui dans sa diversité et confiant dans l'avenir. Cette ambition touche aussi la région, car Maurice entend toujours raffermir les liens de fraternité qui rapprochent nos peuples. C'est ainsi que nous avons redynamisé nos relations bilatérales avec chacun des membres de la COI. Et à travers la COI, nous agissons concrètement dans des domaines d'intérêt commun qui permettent à chacun de nos États de poursuivre son parcours de développement tout en tenant compte de la réalisation des objectifs du développement durable à l'horizon de l'année 2030. Parmi les sujets que nous aurons à aborder durant notre Conseil des ministres, il me semble que certains d'entre eux méritent une attention particulière. Il y a aussi les demandes d'accession au statut de membre observateur auprès de la Commission. Ceci témoigne, à mon avis, de l'attractivité de notre organisation, et j'ajouterai de la région elle-même. Il me semble cependant que nous devons examiner ces demandes avec sérieux, car il n'est pas ici question que d'accueillir de nouveaux membres dans notre organisation, mais surtout de nouer des relations solides et fructueuses pour le développement de cette région. Dans le secteur de l'environnement, je tiens à féliciter l'action de la COI qui permet à chacun de nos États de renforcer ses compétences nationales de gestion et de suivi de notre écosystème, tant marin que côtier. Le patrimoine naturel de nos îles est à la base même de notre compétitivité touristique et aussi du bien-être de nos populations. Le gouvernement de Maurice reste très attaché à la protection de la biodiversité et à maintenir l'équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement en collaboration avec les organisations de la société civile et du secteur privé. La COI et l'Union européenne ont cofinancé des projets d'énergie renouvelable très concrets qui permettent d'apporter de l'électricité dans des zones rurales reculées de Madagascar, de renforcer la filière ilang-ilang de manière durable aux Comores ou encore de produire de l'eau potable grâce au solaire à Rodrigue. La vraie valeur ajoutée de la coopération régionale est là, quand elle est visible et palpable sur le terrain et qu'elle bénéficie directement aux populations pour lesquelles nous œuvrons. Je renouvelle le souhait que la COI et les partenaires techniques et financiers puissent mettre en œuvre encore plus d'actions afin de rehausser le niveau de vie de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, la constitution d'un grand marché sous l'égide de la tripartite et au niveau continental africain est en passe de changer le paysage économique et commercial de toute l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, ainsi que de l'océan Indien. La COI doit donc continuer de soutenir nos États membres pour que nos intérêts soient entendus et respectés. Notre avenir est lié à celui de tout notre continent. Maurice s'est ainsi engagé dans une stratégie africaine qui vise à partager nos expertises et à trouver de nouveaux pôles de croissance afin de faciliter l'intégration de notre région dans un monde qui évolue aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. La réforme de la politique étrangère, enclenchée par mon collègue, va dans ce sens. Il en est de même de la politique nationale pour le développement de l'économie océanique qui mobilise l'ensemble des ministères techniques. Cette priorité nationale est une priorité que partagent nos États membres. Et là encore, la Commission de l'océan Indien a un rôle grandissant à jouer au-delà de la pêche ou de la gestion durable des zones marines.
La conférence ministérielle sur la sécurité maritime, initiée par la présidence de la Commission, a été non seulement un point fort de notre volonté d'agir pour le maintien de la stabilité régionale, mais aussi témoigne de notre désir partagé d'assurer la base même du développement de l'économie océanique inclusive et durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, permettez-moi de formuler mes remerciements les plus chaleureux à l'endroit des partenaires de la COI pour le soutien aux actions dans des domaines très variés du développement, que ce soit au niveau de la santé, de la sécurité, de l'entrepreneuriat ou encore de la gestion de l'environnement. Je tiens à réitérer mes félicitations à mon collègue pour son excellente présidence. Je tiens aussi à féliciter son Excellence le vice-président de la République des Seychelles, M. Vincent Mériton, pour l'accession imminente des Seychelles à la présidence du Conseil de la Commission de l'océan Indien. Sachez, Monsieur le vice-président, que vous trouverez en la République de Maurice un partenaire et un collaborateur indéfectible. Je remercie aussi tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette 33e session du Conseil de la Commission de l'océan Indien. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. En plus du dynamisme de la présidence mauricienne du Conseil, vous avez souligné la consolidation de l'ancrage régional de Maurice à travers notamment des commissions mixtes qui ont été ressoudées avec chacun des États membres. Vous avez aussi rappelé la nécessité de garantir la juste prise en compte des intérêts spécifiques des îles dans des cadres plus larges, notamment le cadre africain. Et c'est aussi ce plaidoyer que porte depuis plusieurs années la République des Seychelles, notamment en s'affirmant comme le fer de lance de l'économie bleue au niveau régional et bien au-delà. J'invite sur ces mots son Excellence le vice-président de la République des Seychelles, Vincent Mériton, à prononcer son allocution. Monsieur le Président en exercice du Conseil des ministres de la COI, Monsieur Vishnu Lochminaraydu, ministre des Affaires étrangères de la République de Maurice, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général de la COI, Mesdames et Messieurs les OPL, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je souhaite tout d'abord, exprimer l'émotion toute particulière que j'éprouve aujourd'hui à l'égard du peuple et du gouvernement de la République de Maurice pour leur accueil chaleureux. Je voudrais donc leur dire, ainsi qu'au secrétariat de notre organisation, combien nous sommes sensibles à la qualité de l'hospitalité qui nous est offerte et aux efforts consentis pour que nous disposions de toutes les facilités nécessaires à notre séjour. Je me dois également de faire une mention particulière de la présence des délégations des îles Sœurs, dont la participation à ces assises témoigne éloquemment de leur disponibilité à s'investir dans la poursuite de notre coopération régionale. C'est dire que si dans le temps, nos îles ont paru hésiter entre la tentation du repli sur soi et l'incontournable nécessité de bâtir un ensemble sous-régional, aujourd'hui, il n'existe le moindre doute dans nos esprits que seule la coopération régionale renforcée peut nous permettre de devenir une destination pour le tourisme, pour l'investissement et le lieu où le bien-être de nos peuples
a des chances de prospérer. Aujourd'hui, la dynamique de création d'un espace économique et commercial d'échange renforcé entre nos îles est en marche. La COI est en pleine évolution et en pleine croissance. Sur le plan international, elle est une organisation visible et crédible. Les résultats atteints sont bien appréciables. Merci, Monsieur le Président, pour votre présidence et direction impeccable. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît, vivement. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, la COI veut aussi faire peau neuve. Pour cela, elle s'est engagée conséquemment dans des réformes, notamment pour ce qui est de l'accord de siège, son règlement intérieur, mais aussi la mise à jour de son plan stratégique. Toutes ces actions doivent donc nous inciter à garder le cap. Il est de notre devoir de l'accompagner dans ce processus de modernisation. Nous devons donner à la COI un nouveau souffle et un nouvel élan, à commencer par la mise à jour de ses textes fondateurs, en particulier l'accord de Victoria signé en 1984. Dans ce contexte, j'ai le plaisir de vous annoncer que les Seychelles sont prêtes à mettre à la disposition du secrétariat général un juriste séchellois qui aura la tâche de contribuer au renforcement de notre organisation. Nous devons également considérer son élargissement par l'adhésion d'autres États insulaires sur la base des valeurs que nous avons en partage, à savoir le respect de la souveraineté, la démocratie, le respect des droits humains, le principe de la paix, la solidarité, entre autres. Enfin, il serait nécessaire d'explorer d'autres partenariats et se pencher vers d'autres bailleurs de fonds. C'est dire qu'ensemble, nous devons la faire franchir une étape encore plus dynamique en conjuguant nos efforts dans le même esprit de solidarité et de coopération. Les Seychelles comptent sur votre soutien en assumant la présidence de notre auguste organisation. Merci pour les souhaits de succès à notre égard évoqués ce matin. Certes, les défis sont immenses, que ce soit en matière de sécurité maritime, de sécurité alimentaire, de l'économie bleue, d'énergie renouvelable ou de tourisme régional. Nous avons encore d'énormes efforts à fournir. Mais fort des acquis et de notre détermination commune à aller de l'avant, nous surmonterons tout ce qui est susceptible de se mettre en obstacle. Nous réussirons à le faire en faisant en sorte que notre approche continue à puiser dans nos réalités et qu'elle soit en phase avec les particularités de notre sous-région. En effet, notre souhait est que notre coopération régionale soit celle de peuples, qu'elle leur procure la sécurité humaine qui est la meilleure synthèse des aspirations et des attentes, qu'elle fasse de nos populations les véritables gagnantes de cette histoire fantastique dont l'histoire a déjà jugé de la pertinence. C'est ainsi que demain sera ce que nous avons toujours rêvé pour ceux qui feront l'océan Indien de demain. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-président. Votre message dit clairement la volonté de la République des Seychelles d'accompagner le renforcement continu et de l'organisation et de notre action régionale, et cela dans le sens d'une Indienne-Océanie des peuples, si j'ai bien compris. Il me revient maintenant le plaisir de céder la parole au président du Conseil de la Commission de l'océan Indien, son Excellence Monsieur Vishnu Lakshminarayalu,
pour son message d'ouverture. Merci. Vous me voyez sourire. Une fin de mission est toujours très agréable. Et je vais commencer par les remerciements. On passera ensuite au plat de résistance. Je dois dans un premier lieu remercier, durant ces 18 mois de collaboration avec la COI, remercier mon cher ami Amada, qui dirige qui dirige donc une équipe extrêmement dévouée, je dois dire. Dévouée, et qui sont les représentants de nos pays membres, et grâce à qui aujourd'hui nous avons pu avoir un agenda extrêmement lourd. Je regarde évidemment Vincent qui va me remplacer, et qui a permis aussi aux représentants de chaque pays, les OPL comme on les appelle, dans un nom un peu drôle, mais qui sont les représentants des ministres, et qui ont siégé jusqu'à fort tard, et hier et avant-hier, afin de nous donner les informations dont on avait besoin aujourd'hui. Alors, je dois remercier donc les OPL, les représentants, nos représentants donc, qui mènent à bien les négociations, discussions, qui nous préparent finalement le travail le plus dur et qui nous laissent la partie agréable. Je dois aussi remercier ici chaque membre représentant des pays de la COI. Je le dis du fond du cœur, car un mandat aurait pu être extrêmement pénible si les relations humaines dans le groupe qui dirige l'organisation ne sont pas les meilleures. Croyez-moi, en 18 mois, j'ai connu un niveau d'engagement, un niveau d'amitié, un niveau de coopération comme je n'ai jamais vécu dans le passé. Je dois donc vous demander de féliciter ici officiellement toute cette équipe qui dirige actuellement le devenir de la COI. Il y a Didier Robert qui est au fond. Didier, donc, président du conseil régional, représentant de la Réunion, digne représentant de la France aussi. Et je ne pourrai jamais remercier et la France et l'île de la Réunion pour l'engagement total et de l'île de la Réunion et de Paris lorsqu'il s'agit donc d'assurer le développement de la COI. Donc je dois, à travers vous, Robert, remercier aussi Paris. Évidemment, il y a à son côté, il y a mon collègue et ami Étienne, qui était lui-même, avant moi, ministre des Affaires étrangères, qui connaît parfaitement les rouages d'un ministère extrêmement étrange, vous avez étrangère, et qui a survécu très bien. Et à côté d'Étienne, j'espère que ce soir, il va nous raconter son histoire, la composition de son poème. Je parle ici de mon ami Souef, Beyrouth, mon amour. Il est compositeur, il est écrivain, il fait des très belles choses en dehors du fait de diriger la diplomatie des Comores. Et Souef, je dois te remercier personnellement du fond du cœur quand tu as été un instrument majeur dans la réussite de la COI. Et évidemment, à côté de lui, il y a celui qui me succédera à cette tâche ardueuse, parfois périleuse, mais tellement riche, qui est prend donc la présidence de la COI. J'ai eu l'occasion hier de rencontrer donc mon ami Vincent. Vincent, plus que le vice-président des Seychelles, est aussi le ministre des Affaires étrangères, est aussi le ministre des Océans, du développement des océans. Au fait, je vais vous dire une chose, il cumule tellement de ministères que mon ami Étienne, qui cumule 2 grands ministères, en serait jaloux. Donc Vincent, je ne pourrais pas énumérer la liste des ministères que tu chapeautes, et qui montre une chose, c'est que Vincent est un représentant digne, je peux vous dire, non seulement des Seychelles, il sera un président très très digne
de la COI pour mener à bien donc notre mission et notre stratégie. Et je dois vous demander donc d'applaudir dès maintenant Vincent. Il n'y a pas de plus beau que d'avoir un héritier qui soit aussi agréable. On a dîné ensemble hier. On a mangé chinois, et puis votre épouse a célébré son anniversaire. Donc c'est déjà beaucoup d'amitié qui nous lie. Je dois vous le dire que ces 18 mois étaient pour moi une expérience fantastique en termes de relations humaines, de contact avec la région, d'engagement avec la région. Vincent. Et à côté de Vincent, évidemment, il y a Maxime. Maxime, je ne sais pas comment était basé, comme vous savez bien, en Russie, travaillait tranquillement, loin de la grande foule, et chaque soir, évidemment, avec une petite vodka à l'orange, et qui s'est retrouvé subitement tiré vers Madagascar pour être donc le digne représentant de Madagascar en matière d'affaires étrangères. J'ai eu l'occasion encore ce matin de vous voir. On s'est rencontrés évidemment à Beijing pour le sommet de FOCAC à Beijing, et on a eu l'occasion donc de partager beaucoup de choses sur la région. Donc c'est vous, sans votre collaboration, sans votre participation, ça aurait été difficile d'arriver là où on est. Et évidemment, je dois remercier aussi, car ceci est une question d'honnêteté vis-à-vis des institutions qui financent et qui permettent donc à la COI d'avancer. Et là, j'ai une attention particulière donc à Marianne Salle, qui est non seulement le doyen du corps diplomatique de l'île Maurice, malgré son jeune âge, mais qui est aussi ambassadeur de l'Union européenne. Et je dois vous dire une chose, que l'Union européenne reste le principal donateur des projets de la COI, qui s'élève, autant que je me souvienne, à environ 85% du total des engagements de la COI. Donc à travers vous, Mariana, je souhaite évidemment remercier Bruxelles, remercier mes amis de Bruxelles pour leur engagement et pour tenir aussi les engagements qui sont parfois difficiles face à une région, face à une COI qui parfois se recherche. Mariana, merci, et puis merci aussi à l'AFD. L'Agence française de développement a été un instrument de financement, de coopération, qui n'a pas cessé donc de nous aider lorsqu'il s'agit donc de développer la COI. Sans oublier évidemment les autres. Je dois aussi, j'ai peur, vous savez, de ne pas assez remercier. Et je remercie surtout tous ceux qui m'ont soutenu. Au niveau de la COI, au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau des ambassades, tous ceux qui m'ont aidé finalement à entrer, à remplir une fonction qui, je dois vous dire, reste difficile. Mais là, j'arrive peut-être au sujet du jour. Que j'appellerai ici aux grandes ambitions, les grands moyens. C'est notre devenir. C'est le devenir de la région, c'est le devenir de la COI, c'est le devenir de nous en tant qu'île de la région. Si je vous dis que pensez grand, aux grandes ambitions, les grands moyens, je suis convaincu d'une chose aujourd'hui. La COI a un destin exceptionnel. Exceptionnel. Et c'est à nous maintenant de prouver au reste de la planète qu'une institution régionale, très francophone, ait pu réussir autant en si peu de temps. Je ne souhaite pas citer d'autres organisations pour ne pas créer des problèmes diplomatiques, mais je dois vous dire que la COI est sur une piste extrêmement bonne. Seulement, aux grands projets, aux grandes ambitions, les grands moyens. Et là, il ne faut pas avoir peur. Vincent, sans revoir la structure, l'organisation de la COI, il sera difficile pour nous de faire face aux grandes ambitions qu'on a. Et je pense avoir commencé, durant ces 18 mois, donc, à parler de la nécessité à ce que la COI devienne plus que ce qu'elle est aujourd'hui, devienne un véritable instrument de développement économique, social et politique dans la région, parmi les îles. Et pour le faire, et pour briller, il nous faut donc accepter qu'il y a aussi des choses à faire qui ne plaisent pas toujours. Et là, je dois vous dire que j'ai apporté dans la COI des réformes qui a pu faire grincer parfois les dents, mais connaissez-moi un peu. Vous savez, à mon âge, j'ai un petit
coup de poing, ça ne fait pas mal et en plus c'est rempli d'un gant de velours. Donc ne m'en voulez surtout pas si parfois j'ai pris des décisions nécessaires mais qui n'ont pas été très bien comprises au départ. Premièrement, il y avait évidemment la question de revoir la structure financière de la COI afin qu'elle soit plus transparente, qu'elle soit plus responsable, qu'elle soit plus aussi redevable en termes comptables. C'était quelque chose qu'il fallait faire parce qu'on ne pouvait pas envisager un avenir avec une institution qui n'avait même pas pu auditer ses comptes sur 5 ans. On l'a fait. On l'a fait et là je dois dire que le secrétaire général a été absolument, a participé totalement à l'effort donc de revoir la structure financière, de corriger, ça a été fait. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie lorsqu'il s'agit des instruments pour que ce qu'on investit est dépensé de façon correcte. Évidemment, la révision de la structure financière ne sera possible que si maintenant, il nous faut développer ce qu'on appelle le roadmap, développer un programme d'action dans le temps à ce que les finances de la COI deviennent totalement transparentes à quelle que soit l'institution qui veut nous financer. Là, nous approchons actuellement le fonds vert climatique. Le fonds vert va investir en nous et ils doivent savoir que nous sommes sérieux, we mean business. Et je dois dire ici que l'Union européenne a accepté donc de financer la restructuration financière de la COI et d'assurer donc à ce que la base pour l'avenir soit solide et puisse tenir l'épreuve du temps. La deuxième question, structure, organisation. Nous avons une institution qui a fonctionné pendant 32 ans, qui a évolué, mais qui demande maintenant à se revoir en profondeur. Tout ceci peut faire mal parfois. Revoir la structure et l'organisation implique que nous acceptons que sans les transformations profondes, il sera difficile d'envisager les grands projets que nous avons, que la COI a, que la France, la Réunion a, que nous avons pour la région. Et là, je suis bien content de vous dire que suite à la décision du Conseil des ministres extraordinaire qu'on a eu en septembre dernier et où tous les représentants de chaque gouvernement ont approuvé l'approche qu'on avait, qui était donc de demander une réforme de la structure et de l'organisation. Et je dois là aussi remercier Bruxelles, remercier l'Union européenne, qui a accepté encore une fois de financer tout le processus de la révision de la structure et de l'organisation de la COI. Tout ceci parce que nous pensons que l'avenir de cette institution est grand et que nous devons donc la préparer pour affronter ces grands projets d'avenir. Donc, il y a ceci, il y a aussi le fait de penser grand. En prenant ce mandat, j'avais dit, travaillons sur des projets qui puissent intéresser la planète Terre à nous. Et nous avons annoncé 3 projets. Premier, donc, touchant la conférence sur la sécurité maritime. Deuxièmement, une conférence sur la sécurité alimentaire qui devait avoir lieu à Madagascar. Et troisièmement, une conférence sur le TIC, sur le ICT, donc, qui doit avoir lieu à l'île de la Réunion. La conférence sur la sécurité maritime a démontré une chose, la capacité de la COI à impressionner. Le gouvernement de Maurice était partie prenante, évidemment, de cette opération, mais pour pouvoir rassembler dans un petit pays, autour d'une même table, 200 pays et organisations professionnelles qui étaient là parmi les plus grands de la planète. On l'a fait, on l'a réussi. Maintenant, on a évidemment une feuille de route qui a été faite. Nous avons maintenant à commencer avec l'implémentation de tout ceci. Ce qui m'emmène automatiquement à ce qui intéresse nous tous ici. Nous sommes partis du continent africain, mais nous sommes en même temps spécifiques dans la mesure où nous sommes des îles. Nous sommes des îles enveloppées d'eau, et nous sommes sur les 6 îles du continent africain, 4 forment partie de la COI, en dehors donc de Cap-Vert et puis de Sao Tomé. Donc, ces îles africaines, je pense, nous devons maintenant à pouvoir nous comporter en tant qu'entité politique qui puisse être reconnue lorsqu'il y a des négociations au niveau de la région, au niveau continental, au niveau même international. On parle de tout le monde
actuellement. Chaque pays chez nous parle de post-Cotonou. On veut savoir où on va et comment sera donc nos relations avec l'Union européenne dans les années à venir. Il y a une mouvance très forte pour que le ACP soit éclaté en 3 ACEP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, afin donc que Bruxelles négocie avec ces 3 entités. Mais il y a aussi un mouvement très fort au niveau des ACP pour qu'il y ait un seul accord cadre, un seul accord parasol qui donc englobe les ACP. Tout ceci est très beau. L'Union africaine a ses raisons de vouloir, dans le cadre de post-Cotonou, être un joueur important, et légitimement. Et donc, il est trop tôt pour en parler. Nous discutons nous-mêmes au niveau des affaires étrangères de la meilleure stratégie pour nous, mais aussi pour notre région. Je pense personnellement, quoi qu'il arrive, il ne faut pas que nos îles soient victimes de post-Cotonou. À aucun prix. Il ne faut pas que nos îles soient victimes de post-Cotonou. Et pour le faire, nous sommes condamnés à nous rassembler. Nous sommes condamnés à nous unifier. Nous sommes condamnés à travailler en groupe, à être homogènes et à nous battre ensemble, à plusieurs niveaux. Au niveau du continent africain, l'Union africaine, vous savez, nous sommes composés de 55 pays. Dedans, nous avons 6 îles. Dedans, 4 sont dans la COI. Je suis d'avis que nous devons commencer par là. Par rassembler donc pour que la COI s'étende dans ses relations, évidemment, avec les 2 autres membres, pour que, au niveau du continent africain, nous nous présentons, Amada, que nous nous présentons en tant qu'équipe homogène des îles africaines, des îles du continent africain, ayant une spécificité propre, ayant des ambitions propres, ayant des vulnérabilités propres et ayant finalement une réalité qui est propre à nous. On est enveloppé par l'océan. Les gens ne le savent pas parfois. L'île Maurice, c'est 2,3 millions de kilomètres carrés de zone maritime. Et si on ajoute avec cela les Seychelles, on ajoute avec cela Comores, Réunion, Madagascar, nous arrivons à presque 10 millions de kilomètres carrés de mer. Donc on est africain, mais en même temps nous sommes très spécifiques. Et cet océan, qui va le défendre? Qui va le protéger? Qui va le développer? Qui va s'assurer à ce qu'il y ait un Sustainable Use of the Ocean, SDG 16 de l'ONU? C'est nous. Donc nous avons en même temps une spécificité propre à nous, mais en même temps une responsabilité. C'est la raison pour laquelle je pense que dans un premier temps, sur la question post-Cotonou et sur la question de la présence des îles planétaires face à l'ONU, face aux grandes instances, j'ai parlé déjà à mon collègue le ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, je pense que la phase 2, une fois qu'on aura réussi la phase 1, qui est rassembler les îles du continent africain, passer à la phase 2, qui est de rassembler les îles ACP, c'est-à-dire les îles formant partie du Pacifique et des Caraïbes. Je ne dois pas vous le dire, mais je dois le dire en même temps. Les îles font la majorité des ACP. Nous sommes majoritaires au niveau ACP. Ce n'est pas pour vous dire que nous devons rouler les muscles, loin de là, non. Mais nous représentons au niveau des ACP une majorité formée des îles. Est-ce que nous avons la volonté politique? Est-ce que nous avons la capacité? Est-ce que nous avons aussi l'audace de parler, de dire que nous sommes un groupe d'îles ayant des spécificités, ayant une réalité propre, et nous sommes disposés à travailler ensemble. Phase 2, un gros travail à faire au niveau de la CO, au niveau des hommes politiques qui sont parmi nous ici. Nous avons maintenant à trouver de quelle façon nous allons pouvoir travailler avec le Pacifique, les Caraïbes, afin que post-Cotonou ne soit pas, ou, excusez-moi le mot, qu'on ne devienne pas le dindon de la farce post-Cotonou. Alors je vais vivement recommander que mon ami Vincent, qui prend la relève, que nous travaillions maintenant sur la capacité à voir grand, à penser grand, à comprendre que la COI
reste une des rares organisations qui utilise les ressources très vite et qui est, dans la région, un joueur très important. C'est une approche nouvelle. Certains peuvent dire que je rêve. Je ne pense pas. Je le dis dans tous les forums internationaux, mes amis qui sont là savent, et je le dis. Même à Beijing récemment, en parlant durant le forum, je l'ai dit encore une fois, que nous avons une spécificité, que ce soit au niveau de FOCAC, que ce soit au niveau de l'initiative de l'Inde, du Japon. Je pense que ces grands pays et ces grandes organisations doivent tenir compte du fait que nous sommes des îles, nous avons un destin et nous avons aussi une place dans le concert mondial. Voilà un peu, peut-être, les idées que j'ai en quittant un fauteuil qui est parfois chaud. Eh bien, j'ai réussi à tenir 18 mois, messieurs. Je pense aussi que et j'ai parlé à Vincent de ceci, une organisation qui a un président pour 1 an. 1 an est trop court. C'est-à-dire le temps que le président commence à s'habituer avec l'organisation, il a fait son année, il part. Donc je vais proposer après, lors des séances du travail, que nous puissions allonger la présidence des pays membres de la COI, passer de 1 an à 2 ans. Évidemment, chaque pays, nous aurons à retourner vers la base, vers nos conseils de ministres pour pouvoir l'approuver. Sinon, ça va être difficile. Pourquoi, je vais vous dire? La COI ne peut pas non plus fonctionner comme une instance libre, autonome, indépendante et qui flotte. Elle a besoin de s'intégrer et le président a un rôle extrêmement crucial dedans. Et pour aider le secrétaire général et aussi pour s'assurer à ce que nos ambitions, nous sommes ici des hommes politiques. Les hommes politiques, vous savez, nous avons des comptes à rendre en termes de création d'emplois, en termes d'investissement, en termes de développement, quoi que l'on dise. Donc si nous sommes ici aujourd'hui et que nous croyons à la COI, c'est que nous croyons que la COI peut contribuer à ce que chacun de nos gouvernements puisse se développer, et ceci au service, bien sûr, de chaque nation, de chaque pays. Voilà pourquoi je pense, Vincent, qu'un mandat de 2 ans t'aidera énormément à intégrer mieux la stratégie dont on vient de parler. Je pense avoir fini. Tout le monde me dit enfin. Voilà donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil. Vous avez débuté votre propos en parlant avec le sourire d'une fin de mission. Si vous me le permettez, et je vous invite à garder votre sourire, votre mission n'est pas totalement terminée, puisqu'il vous reste à présider les travaux du Conseil sur la base d'un agenda effectivement très chargé. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie d'ouverture. J'ai 3 petites informations à vous passer. La première, je vais vous inviter dans quelques instants pour un moment de détente, autour d'un café sur la terrasse qui se trouve à votre gauche, derrière pour les autres, ou devant pour les uns. Deuxième information, vous pourrez profiter donc de cette pause café, et pendant ce temps, il y aura un side event, comme on dit en bon français, qui est la signature d'un accord bilatéral entre l'Union des Comores et la République de Maurice. Il me semble que c'est dans la salle Terre Rouge. Troisième information aux membres du Conseil, nous allons prendre la photo juste avant que nous vous autorisions à aller prendre un café. Nous allons prendre la photo de famille en face du poster de la COI qui est à votre gauche. Et ensuite, nous reprendrons les travaux dans une quinzaine de minutes, dans cette salle toujours, pour la session des interventions des membres observateurs, des partenaires au développement et des partenaires institutionnels et techniques de la COI. Session qui sera présidée par le président du Conseil. Merci. Nous reprenons la réunion, maintenant c'est du sérieux, excusez-moi. Et nous continuons
avec le programme du jour et j'invite donc le représentant du Conseil départemental de la Réunion de prendre la parole. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, les chefs de délégation, Excellences, Monsieur le secrétaire général, distingués invités, mesdames et messieurs. Au nom du président du conseil départemental de la Réunion, M. Céline Melchior, qui m'a demandé de le représenter à ce conseil de la CEI, j'adresse mes fraternelles salutations à l'ensemble des délégations présentes ce matin et particulièrement aux États membres de notre organisation. Le temps étant compté, je me limiterai à évoquer les principaux dossiers soutenus par le conseil départemental dans le cadre de la CEI: la culture, la sécurité alimentaire, la promotion des femmes, la sécurité civile. Je souhaiterais souligner notre volonté, aux côtés de notre État et de la région, d'apporter notre juste contribution à la réalisation des projets. Merci. Vous avez dû remarquer que on m'a donné un instrument de persécution que j'espère ne pas utiliser, nous sommes -15. Nous allons finir au plus tard à midi 30. Donc je vais faire appel à ce que chaque représentant se limite à un maximum de 4 minutes. Sinon, on ne pourra pas finir avec le jour, mais on ira avec les études. Alors, si vous permettez, ce que j'appellerai de faire appel à votre compréhension. J'invite donc l'orateur suivant, qui est la République populaire de Chine, Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de participer au 33e Conseil des ministres de la COI en tant que représentant de la Chine. Ici, au nom du gouvernement chinois, je tiens à remercier le gouvernement mauricien et le secrétariat de la COI pour les nombreux travaux préparatoires menés pour l'organisation réussie du Conseil. La COI est une organisation de coopération régionale importante. Les dernières années, elle a joué un rôle indispensable dans la promotion de l'intégration économique de la région, les actions anti-piraterie, la lutte contre le changement climatique et la défense des intérêts des petits États insulaires en développement. Excellence, merci. J'invite maintenant Mme Marianne Salle à faire son intervention au nom de l'Union européenne. Monsieur le Président de la Commission de l'Océan Indien, Monsieur le Ministre et chef de délégation, Monsieur le Secrétaire général de la COI, Mesdames et Messieurs. En effet, nous sommes régulièrement appelés à renforcer les partenariats forts et stratégiques qui existent entre l'Union européenne et la Commission de l'Océan Indien depuis plus de 30 ans. Notre coopération se base sur les valeurs fondamentales que nous partageons comme la paix et la sécurité dans la région, le respect des droits de l'homme et des principes de démocratie, ainsi que l'engagement en faveur du développement durable. Nous suivons avec attention la situation politique dans la région. Je salue les efforts faits par la Commission de l'Océan Indien, notamment la présidence et le secrétariat général, pour rappeler à tous les États membres de la COI que les principes de bonne gouvernance, le respect de l'état de droit ainsi que la tenue des élections libres, crédibles et transparentes sont cruciaux pour la stabilité politique ainsi que pour le développement économique et social dans la région de l'océan Indien. Merci pour cette intervention qui assure la COI le financement continu de son développement. Nous passons maintenant, si vous voulez bien, au représentant de l'ordre de Malte. Je vais vous prendre la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de me donner la parole pour souligner la place et l'intérêt de l'Ordre souverain de Malte en tant que membre observateur permanent de la Commission de l'Océan Indien. L'Ordre souverain de Malte est une très ancienne institution à vocation humanitaire, au caractère neutre et impartial, qui œuvre depuis presque 1000 ans pour les plus démunis, les plus vulnérables
de par le monde, sans distinction de religion ou d'origine. Il s'efforce de poursuivre sa mission hospitalière et humanitaire et de promouvoir le dialogue, la fraternité et la coopération entre les différents peuples et civilisations dans le monde. Son caractère d'institution neutre et apolitique lui permet d'intervenir comme médiateur dans les conflits civils et armés. Madame, merci. On s'est rencontrés aussi récemment et je tiens encore à saluer votre intervention dans les pays de la Suède et surtout avec des projets encore plus conséquents au niveau de Madagascar et des Comores. Merci. J'invite maintenant l'Organisation internationale de la francophonie de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Messieurs les ministres, membres du Conseil, Monsieur le Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires de la COI, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de participer à l'ouverture du 33e Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien et de prendre la parole pour la première fois en ma qualité de représentant régional Océan Indien de l'Organisation internationale de la francophonie. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au gouvernement de la République de Maurice nos sincères remerciements pour leur invitation et à l'ensemble des hauts représentants des États membres de la COI, les chaleureuses salutations de Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, et sa reconnaissance pour avoir accueilli l'OIF comme observateur de la COI depuis son 32e Conseil des ministres qui s'est tenu en mars 2017 à l'île de la Réunion. Je saisis l'occasion pour informer l'honorable assistance que l'OIF a accueilli favorablement la requête d'accorder le statut d'observateur à la COI selon le principe de réciprocité et la soumettra prochainement aux instances pour examen et validation. Ambassadeur Malik Sall, merci. J'invite maintenant le membre du collège de l'AFD de prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil régional de la Réunion, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je souhaitais en premier lieu vous remercier pour l'invitation que vous nous avez faite d'assister et d'intervenir à ce 33e Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien. En tant que représentant de l'Agence française de développement, je suis très honoré de pouvoir témoigner de la qualité de la relation qui s'est établie au fil des années entre la COI et l'AFD. Certes, la France, avec l'AFD, est un partenaire de tous les territoires de la zone, dont elle soutient les politiques publiques et les projets d'investissement. Mais avec la COI, elle atteint le degré suprême, puisqu'elle concourt à l'intégration régionale, à la mise en œuvre des complémentarités, des synergies et des effets bénéfiques de la mutualisation, à la révélation des valeurs ajoutées articulées et intégrées régionalement, qui sont bien supérieures à la simple somme des valeurs ajoutées de chacun. Ces questions de coopération régionale ont trouvé une telle résonance à l'AFD que celle-ci vient de créer une nouvelle direction régionale Océan Indien, basée à Saint-Denis de la Réunion, et qui a pour but de mieux servir la région Océan Indien, d'avoir une compréhension plus fine des contextes, d'anticiper les enjeux futurs, de mieux valoriser les opérations par la connaissance, l'innovation et le partage de solutions entre tous les territoires. Je remercie le directeur de l'AFD pour votre intervention et l'engagement sur de l'AFD au niveau des projets de développement de la COI. J'invite maintenant donc l'Union des chambres de commerce et de l'industrie de l'océan Indien. M. Pascal Blanc peut prendre la parole. Ministre et Monsieur le Président du Conseil régional de la Réunion, honorables invités, dans mon ami, je trouve un autre moi-même. Cette citation d'Isabelle Norton est en quelque sorte en filigrane ce que vivent les opérateurs économiques de la zone océan Indien depuis que l'UCCIOI a décidé de le réunir régulièrement, notamment au cours des différents forums économiques des îles. Vous comprenez donc
Monsieur le Président, l'honneur qui est le mien de pouvoir représenter l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien et d'avoir ainsi l'opportunité de porter la voix de la communauté d'affaires de la région devant la plus haute instance décisionnelle de la Commission de l'océan Indien. Je tiens donc, Monsieur le Président, à vous en remercier. C'est sans aucun doute une affirmation, en nous invitant, c'est donc sans aucun doute une affirmation forte de l'importance indiscutable d'un dialogue public-privé resserré dans notre sous-région. Dialogue non seulement nécessaire au développement des échanges commerciaux entre les îles, mais aussi à une meilleure insertion de l'Indienne Océanie dans l'économie régionale et internationale. Rappelons que l'UCCIOI poursuit un objectif double. Le premier, c'est le renforcement des échanges économiques inter-îles. Le deuxième, la mise en commun des forces de ces différents territoires en vue de conquérir d'autres marchés plus lointains. Dès sa création, l'UCCIOI a souhaité favoriser l'instauration d'un dialogue permanent public-privé. C'est donc tout naturellement qu'après la réussite de ces deux premiers forums économiques, que la COI et l'UCCIOI ont souhaité affirmer leur partenariat par la signature d'une convention qui est reconduite régulièrement jusqu'à ce jour. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de l'industrie de l'océan Indien, merci. Je passe maintenant la parole à Mademoiselle Meghna Agouba, présidente de CIA. Merci, je vais essayer d'être très bref. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, le président du Conseil de la Commission de l'océan Indien, Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République des Seychelles, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la COI, Monsieur le Président du Conseil régional de la Réunion, Monsieur le Secrétaire général de la COI, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs et tout protocole respecté, bonjour. C'est un moment historique pour les jeunes des petites insulaires en développement d'être présentés aujourd'hui. Au nom de SIA, je remercie humblement la présidence du Conseil de la COI et le secrétaire général de la COI pour cette opportunité. Comme vous le savez, les jeunes constituent plus de la moitié de la population Indien-Océanie et ont un rôle important à jouer pour le développement de l'Indien-Océanie. SIA est la seule plateforme des jeunes des PUD, Afrique et Océan Indien qui milite pour le développement durable. Avec le soutien actif de la COI, SIA a été créé en 2014 pour renforcer les capacités des jeunes à devenir des défendeurs efficaces des PUD et d'agents de changement vers un monde meilleur. Depuis sa création il y a 4 ans, SIA a mis en place des antennes nationales dans 7 îles, notamment les Comores, les Seychelles, les Maldives, Maurice, le Cap-Vert, le Sao Tomé et le Guinée-Bissau. Nous avons déjà initié un processus de collaboration avec Madagascar et Réunion. En ce qui concerne le bilan, nous avons mobilisé plus de 4 900 jeunes à travers nos projets tels que le Sustainability Tool, le Seeing Blue, le Prep for COP, sur les PUD, la conservation de l'océan et le changement climatique. Nous avons aussi formé plus de 600 jeunes sur la plaidoyer pour les PUD et le changement climatique depuis 2013. Grâce à ces chapitres nationaux, SIA Seychelles doit son plaidoyer à inciter le gouvernement séchellois à interdire les sacs en plastique. SIA Comores a contribué à préserver les plantes endémiques situées à proximité du lac Atsongman-Goman en éliminant les plantes invasives. SIA Maurice organise tous les mois la collecte des déchets tout en faisant un audit. Malgré sa façon non conventionnelle à gérer ses événements et ses projets au cours de ces 4 années, le secrétariat de SIA a lancé 5 projets régionaux durables.